Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Une jeunesse qui est quand même relativement lointaine quand on reporte ça dans le temps, évidemment, où effectivement j'ai vécu avec un entourage, je dirais, autour de moi là, de jeunes filles, puisque dans ma famille, les parents les plus proches étaient des filles. Et mes frères les plus âgés, eux, étaient beaucoup plus vieux que moi. Alors finalement, autour de moi, il y avait beaucoup de filles, mes sœurs, des cousines, très souvent. Des garçons, bien sûr, aussi, qui, dans le quartier, s'amusaient avec moi, mais surtout, donc, marqué par la présence de filles autour de moi, et notamment mes sœurs en particulier. Et, bon, écoute, c'est l'école primaire comme à peu près tout un chacun dans l'école de l'époque, et le cours secondaire qui, lui, bon, s'articule au collège des Frères Maristes, ici à Baie-Saint-Paul, jusqu'en 11e année, quoi, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et finalement, ben, une orientation qui, par la suite, va prendre la direction des études supérieures après, là, vers Québec, pour un deuxième cycle, si tu veux, dans le cycle, dans la période scolaire, si on veut. Alors, en gros, c'était une famille assez importante que la mienne. On était 10 enfants à la maison, mais dont 2 qui étaient mariés lorsque moi j'étais jeune. 2 avaient déjà quitté la maison. Et donc, une famille importante, comme à peu près toutes les autres de l'époque. Dans le quartier où nous étions, dans le secteur de Saint-Joseph, à Baie-Saint-Paul, la plupart des familles qui gravitaient autour de nous en étaient des familles assez nombreuses, de 10, 12, voire 15 enfants. Alors, ça s'amusait beaucoup dans ce temps-là, évidemment, et à l'époque, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on s'amusait beaucoup dehors, on faisait beaucoup d'activités à l'extérieur, et donc rien de plus marquant que cela, là, sinon élevé dans une famille où tout est bien encadré, si tu veux, avec des parents une mère à la maison, un père qui travaillait pour les franciscaines de Marie, et qui nous a prodigué une éducation correcte, sans accroc. Et puis, ben voilà, nous voilà rendus à l'âge de 14, 15 ans, avec un secondaire terminé.
Et puis, après ça, il faut penser à aller plus loin. Et puis, le secondaire 5, lui, s'est articulé à l'Amalbé, à la polyvalente du plateau, parce qu'à l'époque, celle-là de Baie-Saint-Paul n'était pas encore construite. Et après cette année de secondaire 5, il faut songer à une carrière, un plan de carrière. C'est ce qui m'amène à choisir l'éducation, l'enseignement, comme objectif premier. Mais d'abord, tout ça s'articule autour d'une matière, et c'est la géographie qui sera mon champ d'intérêt pour me lancer aux études supérieures. Alors, ça commence par 2 années au Cégep de Limoilou, dans un cadre général en géographie, lesquelles années seront suivies par 3 ans d'université, toujours en géographie, et puis une 4e année à l'université qui, elle, permet d'orienter un choix de carrière vers l'enseignement, qui donc m'amène à devenir un enseignant en géographie, au terme de mes études universitaires. Alors, après des études universitaires, bien sûr, là, qu'est-ce qu'on fait? Mon intention... Ah oui, j'oubliais de dire qu'en géographie, il faut à l'époque se donner une spécialité. Hormis l'enseignement, il y avait d'abord celui du cartographe que j'étais devenu pour faire des cartes. Or, je trouvais cette pratique plutôt ennuyante, un peu vide de sens pour mes idées de l'époque. Et c'est pour ça que l'enseignement s'est profilé pour moi, de manière à pouvoir davantage entrer en contact avec les gens, avoir une relation d'aide avec des personnes et surtout pouvoir avoir une dynamique autour de moi. Donc, je me suis dit à l'époque, si je suis devant un groupe de classe, ça va bouger, le cadre va toujours changer sous mes yeux et ainsi j'aurai une carrière qui va être dynamisante, qui va être vivante, qui va être changeante et c'est ce qui m'a amené à l'enseignement. Alors, j'ai tassé carrément de ma carrière le cartographe que j'étais pour devenir un enseignant. Et puis, mon intention était de revenir dans la région, d'être à Baie-Saint-Paul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'enseignement m'a donné cette porte pour revenir ici. À Baie-Saint-Paul, mon cœur les a aimés. J'aurais voulu chanter, me joindre à mes frères. Il faut bien dire que dans ces années-là, il n'y avait pas d'opportunité autant que cela dans le domaine de l'enseignement, tant et si bien que je me suis buté presque à des portes fermées à l'époque parce que le corps professoral dans Charlevoix était relativement jeune à ce moment-là et il n'y avait pas de place pour les nouveaux enseignants dans le décor. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été pendant près d'une dizaine d'années dans le monde du journalisme, où j'ai été journaliste à la radio de CAGB, la Pocatière, avec le poste relais ici de Baie-Saint-Paul, et en parallèle, journaliste au plein jour sur Charlevoix pendant plusieurs années, avant de pouvoir donc passer à autre chose quand une opportunité s'est offerte à moi dans l'enseignement. Alors j'ai quitté le journalisme et je suis rentré dans le monde de l'enseignement pour y demeurer depuis. Alors c'est donc 25 années, ces 25 dernières années, je les ai passées à la polyvalente Saint-Aubin, au centre éducatif Saint-Aubin, tel qu'il faut l'appeler aujourd'hui, à enseigner d'abord la géographie auprès des élèves de secondaire 3 et de 5, avant de passer, avec la réforme scolaire il y a quelques années, à l'histoire de secondaire 3 et 4, ce que je fais depuis 6 ans environ, dans ces 2 années de 3 et 4, toujours avec les mêmes élèves. Voilà un peu au niveau du cheminement, je dirais, académique et professionnel. Mais parallèlement à ça, il y a le volet, je dirais, l'intérêt premier qui m'anime et qui a fait un peu ma trame de vie, c'est l'histoire régionale, l'histoire de Baie-Saint-Paul en particulier et de Charlevoix, qui s'est traduit dans mon cheminement avec un projet personnel de mettre en valeur des lieux, des événements, des personnages qui ont marqué la région, et ça à travers un circuit de monuments, de plaques commémoratives que l'on retrouve un peu partout, et à Baie-Saint-Paul, mais aussi dans d'autres paroisses de Charlevoix, un peu partout, sur la côte de Beaupré même,
où j'ai donc, depuis les années 1979, c'est quand même commencé il y a un petit moment, tout ça, vu à la mise en place d'un peu plus de 70 plaques, monuments, interprétations de lieux historiques dans la région. Alors ça a marqué vraiment ma vie. C'est mon point d'intérêt qui m'anime toujours d'ailleurs. Je suis toujours proactif dans ce champ d'intérêt-là, je dirais, à m'occuper du volet culturel, historique de notre région à travers tout ça. Et aussi, je me suis commis à quelques publications, quelques ouvrages que j'ai écrits sur l'histoire de Charlevoix ou de Baie-Saint-Paul. Charlevoix, des secrets bien gardés. C'est un recueil de photos anciennes de tout Charlevoix dans lesquelles on voit des scènes d'un peu partout, assez bien partagées d'une paroisse à l'autre, selon le poids démographique et surtout la valeur historique du lieu, évidemment. Alors, ça, c'est un premier ouvrage. Et puis, Baie-Saint-Paul, de génération en génération, qui venait un peu, je dirais pas clôturer, mais mettre un point d'orgue aux événements entourant le 25e anniversaire du Cirque du Soleil créé à Baie-Saint-Paul il y a 25 ans. Alors, ce volume-là s'inscrivait dans la triennale autour de Baie-Saint-Paul, capitale culturelle, et dont l'aboutissement était la célébration des 25 ans du Cirque du Soleil. C'est un peu donc une sorte d'héritage, je dirais, que je voulais laisser en faisant cela à la région, mais un peu de façon inconsciente, de manière à ce qu'il reste des traces de tout cet intérêt que j'ai porté à la région depuis 1972, 73 à peu près, que ça a commencé à se préciser, là. Alors, depuis ce temps-là, il y a des traces qui s'impriment, entre guillemets, là, dans la région, et c'est une sorte d'héritage que j'ai voulu laisser et qui n'est pas terminé, évidemment. Dans les prochaines années, j'ai bien des projets en tête quant à cela. Je dois signaler que le point très fort de ce circuit-là s'articule autour d'un circuit ici à Baie-Saint-Paul de rien de moins là, que 15 bustes en bronze que j'ai baptisé le circuit des grands maîtres de la peinture canadienne. En fait, ce sont les plus grands peintres qui ont marqué l'histoire de la peinture canadienne, mais qui ont fréquenté la région ici, soit pour y séjourner quelques jours ou plus longtemps. Je pense à Clarence Gagnon notamment ou à René Richard qui en a passé sa vie ici. Alors, ce circuit des grands maîtres est unique en soi. Ça n'existe pas nulle part avec une telle importance de 15 bustes avec les plus grands noms de la peinture canadienne, de White Jackson en passant par William Bremner ou, je ne sais pas moi, Jean-Paul Lemieux et 11 autres qui se retrouvent dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul. Ce circuit-là, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le réseau des plaques et monuments dont je parlais plus tôt. Alors, c'est somme toute, je pense, une sorte d'héritage qui, aujourd'hui, fait un peu école, en ce sens que ça sert pour des activités pédagogiques, par exemple. Ça peut servir pour des rallyes historiques. C'est une sorte, ce que j'appelle, moi, un livre d'histoire, mais à ciel ouvert. Au lieu de devoir lire des ouvrages exhaustifs sur l'histoire de la région ou sur des individus, le réseau de plaques et de monuments permet de résumer en quelques lignes la place que quelqu'un occupe dans la région ou a occupé plutôt dans la région. Alors, c'est une sorte de livre, mais déballé au fil des rues, en circulant dans les rues de Baie-Saint-Paul ou ailleurs dans Charlevoix, de Clermont, en passant par l'île aux Coudes, sur la côte de Beaupré, comme je le disais plus tôt. Alors, c'est un peu le volet pédagogique qui est mien, qui se transpose à travers ce réseau de plaques et monuments. Il y a aussi, il faut que je le dise, le sauvetage d'une pièce majeure, d'une sculpture majeure qui est devant la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, d'une œuvre d'un artiste de Baie-Saint-Paul, Gérard Thériault, une œuvre qui est baptisée « Œillé vers le large ». C'est une œuvre majeure de ce sculpteur-là, qui est de regrettée mémoire, bien sûr, a été fait dans les années 90.
et qui menaçait d'être vendue à l'extérieur de la région. C'est une pièce très importante. Il faut la voir d'ailleurs. Et à la limite là, de son départ, juste avant qu'elle ne soit vendue, on m'interpelle et c'est ainsi qu'avec un collègue et ami, je peux le nommer, Bernard Langevin, on a pris le taureau par les cornes, comme on dit, et on a fait ce qu'il fallait pour faire en sorte de se porter acquéreur de l'œuvre et la mettre en valeur ici sur place, comme le souhaitait à l'origine l'artiste qui l'a sculpté. Gérard Thériault. Ça, je pense que c'est un point fort, très, très fort aussi à travers tout le réseau, que cette œuvre-là, qui est à peu près unique dans des villes de taille comme Baie-Saint-Paul, par exemple. On n'en trouve même pas dans des villes de grande taille, des œuvres semblables. Alors, ça fait un peu spectaculaire, je dirais, que de retrouver des pièces majeures comme celle-là dans des villes de taille modeste comme la nôtre. C'est sûr que Baie-Saint-Paul, d'abord, historiquement, c'est une des paroisses mères de Charlevoix. D'abord, c'est la première à s'ouvrir au niveau des registres paroissiaux en 1681. La première église de la région, bâtie un peu auparavant, un peu après, pardon, en 1698. Et c'est donc à partir de ce noyau original que, par la suite, les paroisses vont se juxtaposer un peu comme des satellites tout autour et créer Charlevoix. Au départ, évidemment, Charlevoix est une région un peu refermée sur elle-même, un peu isolée sur elle-même en raison de son éloignement de Québec et surtout qu'il n'y a pas de route qui relie la région avec Québec. Les seules routes à l'époque, c'est le fleuve, qui sont hasardeuses, ou les grèves. À marée basse qui permettent de rejoindre la côte de Beaupré puis Québec. Alors, le développement de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul s'est fait de façon très, très lente à cause de ça. Et ce n'est qu'avec la construction de la première route, le premier tracé au milieu du 19e siècle à peu près, entre Québec et Baie-Saint-Paul et Charlevoix, que commencent véritablement là, les premiers développements. Et curieusement, Baie-Saint-Paul, son origine est née d'espoir industriel. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est Jean Talon qui, au 18e siècle, rêvait de fonder, et il l'a fait, une goudronnerie royale ici. Parce qu'on avait repéré dans un secteur qu'on appelle la goudronnerie, aujourd'hui, des pins de taille géante, duquel on extrayait la résine pour en faire du goudron, pour colmater les navires en Europe à l'époque. Cette aventure-là a été très éphémère et n'a duré que quelques années. Ça, c'est pour l'origine. Alors, ça a été une tentative industrielle qui a donné lieu au premier développement. Et par la suite, il y a eu quelques tentatives industrielles, comme la Baie-Saint-Paul Lumber au début des années 1900, qui là aussi se sont avérés des espoirs qui sont morts, au feuilleton, comme on dit, qui ont duré que quelques années. Et finalement, Baie-Saint-Paul a trouvé sa vocation plus tard, avec, je dirais, la venue d'une communauté religieuse qui s'appelle les Petites Franciscaines de Marie. Non négligeable. Elle est née aux États-Unis, d'abord, cette communauté-là, dans le Massachusetts. Et pour des raisons politico-sociales à l'époque et religieuses, doivent quitter la Nouvelle-Angleterre américaine et se trouver un refuge ailleurs. Et voilà qu'ici, à Baie-Saint-Paul, un certain Ambroise Fafard avait fondé un institut pour accueillir des personnes dans le besoin, des enfants orphelins ou des personnes âgées esseulées. Alors, Ambroise Fafard avait besoin de support ou de main-d'œuvre, et c'est comme ça que la communauté des Petites Franciscaines de Marie s'amène à Baie-Saint-Paul, répondant à la demande, à la commande, je dirais, d'Ambroise Fafard. Et c'est là, quand elles viennent s'installer ici pour y établir leur maison mère, qu'arrive par la suite l'hôpital Sainte-Anne, d'abord l'hospice Sainte-Anne, hospice pour accueil, et non pas le sens péjoratif du terme, mais plutôt l'accueil des personnes indigentes ou qui sont dans le besoin. Et l'hôpital va prendre, avec le temps, de l'envergure et ça va devenir le noyau, le moteur économique de Baie-Saint-Paul et de toute la région, finalement, pour en venir à une période de l'histoire à embaucher, peut-être autour de 1000 personnes. C'est une véritable usine, ça, mais dans un institut qui est l'hôpital Sainte-Anne, devenu, dans les années 60, le centre hospitalier de Charlevoix.
Alors, c'est autour de ça. Et il faut dire donc que Baie-Saint-Paul doit non seulement son développement, mais son développement humain aussi, à la présence d'une communauté de femmes, des communautés religieuses. Si les franciscaines n'étaient pas venues ici s'y établir en 1889, peut-être que Baie-Saint-Paul serait un hameau. Mais grâce à cette industrie qui est, entre guillemets, le centre hospitalier de Charlevoix aujourd'hui, ben, c'est le moteur économique. Donc, il n'y a pas véritablement d'industries qui ont réussi à percer ici, sinon des petites entreprises qui embauchent quelques employés, mais rien qui soit de nature à être ce qu'on appelle des industries polluantes. Tu comprends? Alors, c'est vraiment, moi je pense, un développement harmonieux. Et parallèlement à ça, grâce à justement ce que je parlais précédemment, les grands maîtres de la peinture, grâce à ces grands peintres qui ont jeté sur leur toile, couché sur leur toile des scènes d'ici et de la région, Baie-Saint-Paul s'est fait connaître au-delà des frontières et a attiré des touristes, beaucoup de touristes. Et voilà que, bon, avec des touristes américains, les touristes anglo-ontariens, puis le tourisme québécois, l'activité économique maintenant repose autour de ça. Et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui on retrouve autant de galeries d'art, un musée d'art contemporain et toute une activité économique qui gravite autour du thème des arts, de la culture. Et c'est ce qui fait la force maintenant de notre milieu. On articule beaucoup autour de ces éléments-là pour développer la région et lui garder une certaine humeur, je dirais, économique. Là. Parmi les bâtiments les plus impressionnants et les plus intéressants qu'on retrouve dans la région, on peut s'empêcher de parler du Moulin de la Rémie, un magnifique bâtiment qui remonte aux années 1820-30, en cette période-là, bâti pour le Séminaire de Québec, mais dont l'intérêt, non seulement au niveau architectural, a un vif intérêt, mais c'est surtout au niveau de son occupation humaine. Le premier meunier qui l'a occupé, Roger Bouchard, se trouve à être le grand-père de celle qui va devenir plus tard l'inspiratrice, je dirais, du roman de Louis Hémond, Maria Chapdelaine, lorsqu'il se rend à Péribonka pour trouver des personnages centraux devant supporter son roman. Et c'est là qu'il rencontre cette Éva Bouchard. Et cette Éva Bouchard se trouve à être donc la petite fille de Roger Bouchard qui, justement, vivait dans ce moulin de la Rémie à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est un moulin qui a aussi connu des épisodes assez particuliers quant à l'histoire de Baie-Saint-Paul, mais là, on n'entrera pas dans tous ces détails-là, mais c'est une restauration absolument incroyable que Héritage Charlevoix a fait de ce patrimoine bâti-là. Aujourd'hui, c'est même un peu l'orgueil, non seulement de Baie-Saint-Paul et de la région, mais je dirais presque de toute la vallée du Saint-Laurent, parce qu'à grands frais, on a réussi à lui redonner sa vocation d'origine et à le positionner, je dirais, parmi les plus beaux moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent. Quand on arrive sur le promontoire qui domine Baie-Saint-Paul en provenance de Québec, par exemple, quelle n'est pas la surprise de toute personne de constater cet amphithéâtre immense qui s'ouvre à leurs yeux dans les hauteurs, où tu découvres l'ensemble de la configuration géographique de la région avec tous les éléments principaux. On voit les Laurentides, on voit les Loucoudes, on voit les Appalaches, le plateau intermédiaire. Bref, le point de vue est tout à fait imprenable sur la région et c'est là aussi, je pense, un des lieux les plus photographiés de toute la région de Charlevoix et particulièrement à Baie-Saint-Paul. Quelle surprise à mes pinceaux occupés à peindre les coraux. Rêve d'automne, qui est un événement automnal majeur. Le Symposium d'art contemporain à tous les mois d'août, qui est un événement mondialement connu. C'est aussi tout un réseau
de patrimoine bâti. Puis c'est quand même un patrimoine bâti fort important à Baie-Saint-Paul, tout un réseau de plaques qui rappellent toutes les maisons d'un intérêt architectural ou historique. Écoute, identifier tout le potentiel serait exhaustif, là, mais il y a effectivement plusieurs éléments accrocheurs qui permettent donc de confirmer à Baie-Saint-Paul et aux environs là, son appellation de ville de culture et de nature. Je pense que tout s'y retrouve. On peut faire de la randonnée pédestre, on peut faire de l'escalade dans l'arrière-pays de Saint-Urbain. Bref, c'est la proximité du parc des Grands Jardins, c'est le parc des Laurentides, plein de toutes sortes de choses qui gravitent autour. Et chacun des touristes y trouve un peu son compte. C'est la proximité pour la pêche, la chasse à l'automne. C'est le centre-ville avec sa maison mère et l'église, magnifique orgue Casavant qu'on retrouve dans l'église, qui est un des rares instruments semblables au Québec. Alors, tout ça crée une sorte de dynamique qui confirme donc le caractère de la ville.